Lech Walesa, porté en champion des droits et de l'émancipation des travailleurs. Cette scène iconique de l'histoire récente est indissociable d'une ville, Gdansk. Dans ce port du nord de la Pologne, en 1980, les ouvriers du chantier naval donnent naissance au premier syndicat indépendant de toute l'Europe communiste, Solidarność, et ouvrent la voie à des années de combat couronnées en 1989 par l'effondrement du bloc communiste. La liberté est un pilier du chantier naval de Gdansk. C'est ici que les grèves ont commencé. C'est ici qu'on a crié à plusieurs reprises les mots « liberté »,« changement ». Si Gdansk s'obstine ainsi à revendiquer sa liberté, ce n'est pas un hasard, plutôt le résultat de siècles de lutte de ses habitants qui, face à toutes les tentatives de domination, se sont obstinés à faire de leur cité portuaire une ville souveraine. Son autonomie, Gdansk l'a gagnée d'abord par sa puissance marchande. Ouverte sur la mer, à mi-chemin entre Hambourg et les pays baltes, elle sait tirer profit de sa position stratégique pour constituer une plateforme d'échanges commerciaux dès le XIIIe siècle. Elle devient l'une des cités clés de la Hanse, cette association souveraine de villes marchandes de la mer du Nord et de la Baltique. La Ligue hanséatique était même capable de mener ses propres guerres. Et dans le cas de Gdansk, c'était crucial, parce que de nombreux dangers menaçaient le commerce maritime, en particulier la piraterie. La Hanse était en mesure d'assurer la sécurité du transport maritime, de l'organiser, de veiller à ce que tout se passe comme prévu et que les marchandises et l'argent atteignent les destinations voulues. Gdansk peut se prévaloir alors d'être l'une des villes les plus riches d'Europe. Une métropole vibrante d'activités, composée d'une multitude de communautés et de différentes confessions qui se croisent sous les voûtes de la cour d'Artus et partagent un intérêt commun, préserver leur fortune et leur indépendance. À leur tête, les patriciens siègent à l'hôtel de ville. Les patriciens régnaient sur la ville parce qu'ils faisaient partie des autorités municipales, se faisaient élire comme maires, exerçaient les activités judiciaires, avaient le droit de faire appliquer les lois. Surtout, ils veillaient à ce que leur ville soit un organisme politique et économique distinct, une cité-État indépendante. Sous leur houlette, Gdansk ne s'en laisse pas compter par les potentats voisins qui lorgnent sa fortune et sa position stratégique. Au XVe siècle, elle se libère des chevaliers teutoniques en soutenant le roi polonais Casimir IV et obtient de nombreux privilèges l'apparentant à une cité-État. Mais toutes les forces réunies des habitants de la ville ne peuvent rien contre les puissances rassemblées de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie, quand celle-ci se partage, au XVIIIe siècle, le royaume de Pologne. Passée en territoire germanique, Gdansk devient Danzig. Elle procure aux Allemands à la fois un centre industriel puissant et une destination de villégiature dans la commune voisine de Sopot. Mais sur ces plages à l'atmosphère paisible, vient planer au XXe siècle la menace la plus redoutable de l'histoire de la ville. Après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son indépendance. Le traité de Versailles fait de Danzig une ville libre, mais une ville enclavée dans le territoire polonais, alors qu'elle est peuplée en majorité d'Allemands. Par refus de toute obédience à la Pologne voisine, ces derniers votent comme un seul homme en 1933 pour le parti nazi. Ce processus de nazification
s'est accéléré au cours des 2 ou 3 dernières années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était particulièrement visible ici. La communauté juive était une cible pour eux. Ils ont donc créé une plage séparée avec un panneau indiquant qu'elle était réservée aux Aryens et interdite aux Juifs. C'est notamment pour annexer au Troisième Reich ce territoire hautement symbolique qu'Hitler envoie ses troupes fondre sur la Pologne le 1er septembre 1939, signant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale. Ravagée à 90% par les bombardements, la ville est libérée par l'Armée rouge en 1945, rebaptisée Gdansk et réintégrée à la Pologne, sans se douter qu'elle s'apprête à passer sous l'emprise d'un autre totalitarisme. Dans l'immédiat après-guerre, tout espoir est permis, car son chantier naval forme la tête de pont de la reconstruction du pays et un phare pour ses habitants comme la famille de Jaroslav Żurawiński, mais aussi pour les populations de toute l'Europe orientale. Des milliers de personnes sont arrivées ici à la fin des années 40 et au début des années 50. C'était pour eux une formidable opportunité. Ces gens n'avaient aucune formation. Et c'est ici qu'ils ont commencé à acquérir une expérience. Ils avaient tout à apprendre. Et ils ont notamment appris à construire des bateaux. C'était comme une ville dans la ville. Ce qui est important, c'est que ce n'était pas seulement un chantier naval. C'était un endroit qui offrait à tous la chance de vivre une vie normale. Je me souviens que ce qui m'impressionnait, c'est qu'à toute heure, du jour ou de la nuit, dans le chantier naval, même le samedi et le dimanche, il y avait toujours des petits pains frais. Ça peut sembler banal, mais quelqu'un qui franchissait cette porte savait qu'il n'aurait pas à craindre la faim. Et à cette époque, c'était fondamental. Tant que le travail et le pain abondent, Gdansk s'accommode de la mainmise du régime soviétique. Mais à la suite d'une hausse brutale des prix, en 1970, les travailleurs manifestent pour de meilleurs salaires. Ils découvrent alors, médusés, à quel point les dirigeants méprisent toute notion de liberté. La répression fait 3000 prisonniers et plus de 40 morts. Il faut attendre 10 ans pour que le monument aux ouvriers des chantiers navals tombés en 1970 à Gdansk soit élevé ici. C'est un monument symbolique car c'est le premier monument dédié aux victimes du communisme à avoir été édifié en Pologne. Et peut-être même dans l'ensemble des pays de démocratie populaire, c'est-à-dire les pays communistes. S'il est finalement érigé fin 1980, c'est que cette année-là, le mouvement de rébellion des ouvriers de Gdansk s'est ravivé, plus puissant que jamais. C'est une nouvelle hausse des prix qui met le feu aux poudres, ainsi que le licenciement d'une femme, opératrice de grue, qui prend la tête du mouvement, Anna Valentinovich. À ses côtés, un autre ouvrier, lui aussi licencié 5 ans auparavant, Lech Walesa. Tous partagent avec l'Église catholique un anticommunisme profond, et tous ont en mémoire la phrase prononcée 1 an plus tôt à Varsovie par le pape polonais Jean-Paul II « N'ayez pas peur ». Et c'est porté par cette injonction décisive qu'ils déclenchent en juillet 1980 le plus grand mouvement social de l'histoire de la Pologne. En 1980, j'avais 14 ans et je ne savais pas que j'assistais à un événement historique. Voilà comment, le 14 août, les 17 000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk se mettent en grève sous les encouragements de nombreux habitants de la ville. Parmi eux se trouve un étudiant militant, Donald Tusk, l'actuel chef de file de l'opposition libérale en Pologne. Le 31 août, une foule s'est rassemblée ici dès les premières heures de l'après-midi. Vers 17h, un cortège est apparu. Lech Walesa ne marchait pas. Il était tout simplement porté. Des milliers d'ouvriers en grève, entre 12 et 20 000 personnes selon les estimations,
s'étaient massés à l'extérieur du chantier. Lech Walesa, en tant que leader, a annoncé la fin de la grève. Il a déclaré « Ça y est, nous avons enfin des syndicats indépendants et autonomes. Nous avons le droit de grève et bientôt, nous combattrons pour d'autres droits. » Après que ces mots ont été prononcés, il y a eu un silence de plomb. Et puis, les cris de joie ont retenti. Le portail a été ouvert et tous ceux qui étaient là, qu'ils soient d'un côté de la grille ou de l'autre, ont pu se retrouver et s'embrasser. Il y a eu beaucoup de tumulte, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Ce qui s'est passé ce jour-là est pour moi l'un des événements les plus importants de ma vie. L'accord, inimaginable quelques semaines plus tôt, prévoit notamment le droit à la grève, la hausse des salaires et surtout la création d'un syndicat indépendant baptisé Solidarność, Solidarité. Le combat n'est pas terminé. La loi martiale est par la suite décrétée, Lech Walesa emprisonné et le syndicat entre dans la clandestinité pour n'être légalisé qu'en 1989. Mais à Gdansk, la mécanique d'émancipation est lancée, inexorablement. Il n'y aurait pas eu d'effondrement du communisme en Europe sans les événements survenus en Pologne en 1970, puis en 1980. Je compare toujours à des dominos. Le mur de Berlin est le dernier domino à être tombé. Le premier est tombé ici. L'objectif avait été atteint. À Gdansk, comme dans toute la Pologne, la chute du système soviétique provoque la victoire de la démocratie en même temps que celle du capitalisme mondialisé. Face à la concurrence internationale, les chantiers navals périclitent. Mais récemment, la jeunesse et les artistes s'en sont emparés pour en faire des lieux alternatifs, témoins d'une histoire séculaire de lutte pour la liberté. L'emblème le plus important ici, même si c'est sans doute évident, ce sont les grues. Elles sont les témoins d'une histoire particulièrement agitée. On a pensé les vendre, les mettre à la casse, on ne pensait plus les utiliser. Mais leur valeur symbolique était trop importante pour les habitants. Lorsque nous avons élaboré un projet pour faire évoluer ce quartier, ce qui est ressorti, c'est que ces grues sont aussi importantes pour Gdansk que la Tour Eiffel pour Paris. Tous ceux qui créent ici continuent de se battre pour préserver cette idée de liberté, la liberté d'action, de créer. Ces valeurs résonnent encore très fort dans ces lieux et sont très présentes pour tous ceux qui y interviennent. Wybrzmiewają na pewno z tych terenów bardzo głośno i są osobom działającym tutaj bardzo bliskie.